Ça, c'est moi. Et alors que je faisais un petit apéro, c'était avant le Covid, t'inquiète, une petite milléniole me dit un truc sur l'arcade. Et dans ma tête, je me dis, mais non, mais n'importe quoi, mais c'est pas ça. Mais en fait, je viens de réaliser, les millénioles, ils y connaissent rien à l'arcade. Alors, je lui ai dit, tu veux savoir ce que c'était que l'arcade ? Ouais. Je pense qu'on va commencer par la base. Pourquoi on dit arcade ? Et ça veut dire quoi et pourquoi que qu'est-ce ? Alors il faut pas chercher bien loin, les salles de jeux dans lesquelles on trouvait les bornes de jeux vidéo, c'était le nom exact, on les trouvait majoritairement dans des arcades commerciales. Et petit à petit, ça a désigné les salles de jeux et les bornes de jeux elles-mêmes, c'est pour ça qu'on dit des salles d'arcade ou des bornes d'arcade. Mais l'arcade, c'est un monde du jeu vidéo à part entière, avec ses codes, ses champions, son histoire, un monde qui a quasiment totalement disparu, en tout cas en France, où on ne va plus trouver que par-ci par-là du Sega Rally de 95 ou du Time Crisis de 96, en général dans un bowling ou je sais pas où. L'arcade, c'était un peu comme un rodéo, seule l'adresse et la performance allaient compter, une performance évaluée par le high score, donc pas étonnant qu'on se souvienne surtout de cette période pour les concours et les super players. Et c'est un rapport très différent que l'on a avec le jeu vidéo moderne, qui se base énormément sur l'histoire, avec des centaines de dialogues, des cinématiques, et une manière de jouer qui se rapproche plus du cinéma que de la pure adresse de gamer. En revanche, au Japon, l'arcade a continué d'évoluer, et lorsque j'y suis allé, j'étais vraiment stupéfait de voir à quel point l'arcade était encore populaire, et a vraiment su proposer quelque chose de nouveau en surfant sur les us et coutumes de maintenant. Mais ça, je vous en parlerai dans la partie 2 de cette chronique sur l'arcade, c'est-à-dire dans une prochaine vidéo. Là, j'ai envie de vous parler de l'origine de ce monde qui a ravagé tout sur son passage entre les années 70 et les années 80. Alors, les salles de jeux, ça existe depuis le début du XXe siècle, d'abord dans des foires et petit à petit dans des salles de jeux dédiées. À l'époque, on y trouvait des bornes électromécaniques, c'est-à-dire des grosses machines qui vont simuler un univers, des batailles d'avions, des courses de voitures et tout ça avec des bouts de plastique et de métal. Bon, à l'époque, les machines qui ont vraiment la cote, c'est les flippers. Mais en 1971, pour la première fois, va apparaître une borne hyper bizarre, hyper futuriste avec un écran de télé à l'intérieur, ce qui est totalement ouf pour l'époque. Il s'agit de Computer Space, développé par Nolan Bushnell, on y reviendra sur lui, en partenariat avec Nutting Associates, un fabricant de quiz électromécanique. Le principe de ce jeu était de piloter un vaisseau spatial dans une pluie d'astéroïdes, donc vraiment un concept révolutionnaire parce que c'était quasiment impossible à faire en électromécanique, et pourtant, malgré ça, les joueurs ne comprenaient même pas comment la borne marchait, comprenaient même pas le concept. Bon, faut dire quand on voit la borne, tu peux te demander je fais quoi, j'appuie où, et finalement passer à autre chose. Non, parce que sérieux, on a vraiment l'impression qu'elle vient de sortir de Star Trek. Finalement, Nutting Associates envoie chier Bushnell en disant que le concept de jeu télé n'aura jamais d'avenir, et oui, je crois que même en 2021, ils doivent encore s'en mordre les doigts, mais Bushnell retente l'expérience avec un autre fabricant, Bally, qui est un fabricant de flippers à la base, avec un tout nouveau concept, un simulateur de ping-pong, qu'il appelle assez logiquement Pong, 2 barres, 1 balle, on peut pas plus simple. Mais Bally rejette l'idée car Pong ne peut pas se jouer seul, il faut obligatoirement être 2 puisque l'ordinateur ne pouvait pas simuler l'autre joueur. Et d'une certaine manière, Bally n'a pas vraiment tort, car si vous êtes 2 et que vous voulez jouer au ping-pong, jouez au ping-pong, au vrai, surtout qu'on en trouvait des tables de ping-pong dans les salles de jeu. Mais Bushnell, qui est têtu et qui croit en son concept, va décider de lui-même fabriquer sa propre borne dans son garage et va la placer chez Handicap Tavern, qui est un bar du coin en Californie, le 29 novembre 1972 précisément. Le succès est alors absolu et Bushnell décide de créer son propre entreprise qui va appeler l'équivalent de Échec et Mat au jeu de Go, c'est-à-dire Atari. Et oui, c'était bien Bushnell, c'était bien ce Bushnell-là. Pong est vendu à près de 8000 exemplaires l'année suivante et engrange jusqu'à 40 millions de chiffres d'affaires en 3 ans. C'est la première grande vague du jeu vidéo tout court. Et une partie du succès de Pong résidait dans le fait que c'était une petite machine qui ne faisait pas de bruit et qu'on pouvait mettre un peu partout, dans des cinémas, des restaurants, des laveries, là où des bornes électromécaniques, ce qui se faisait à l'époque, auraient été trop grosse ou trop bruyante. Mais malgré les apparences, le concept de Pong n'est pas de Bushnell, mais de Ralph Baer, qui est parfois surnommé le père du jeu vidéo. Et évidemment, il fera un procès à Atari pour plagiat. Bon, Atari paiera toutes les royalties, tous les droits, ce qui mettra fin au procès. Avec 40 millions de chiffres d'affaires, tu peux te permettre, c'est plus trop le problème. Et évidemment, le succès de Pong ne manquera pas de faire des émules, et toute une vague de clones, que l'on appellera les TV Paddles Games, soit les jeux télé à raquettes, va inonder le marché. Alors oui, l'expression de jeu vidéo viendra plus tard, on disait jeu télé à l'époque. On peut noter parmi les plus connus TV Ping Pong de Chicago Coins, Paddleboard de Williams, et même Bally, qui pourtant avait rejeté l'idée un an plus tôt, va sortir Crazy Foot en 1973 avec quasiment le même gameplay. Alors le gros problème avec les clones de Pong qui vont sortir, c'est qu'ils vont tous avoir quasiment le même gameplay, ce qui va créer une bulle qui va
s'effondrer et faire effondrer l'industrie du jeu vidéo naissante. Il va falloir que l'arcade se renouvelle et on a de bonnes tentatives avec par exemple la toute première adaptation de film en jeu vidéo, en l'occurrence Joe, les Dents de la Mer chez nous, avec Maneater et Shark Joe. De belles tentatives mais totalement infructueuses. Mais l'arcade va quand même faire de belles réussites avec les premiers jeux de course, dont un qui fait pas mal de bruit à l'époque, qui est Speed Race de Taito, qui invente le tout premier scrolling de l'histoire du jeu vidéo. Alors certains jeux proposent même des habitacles entiers de voitures, des motos interactives, on essaie de mettre de l'immersion dans le jeu. Alors évidemment, même en 1975, alors que le jeu vidéo c'est juste des ronds et des carrés sur une télé en noir et blanc, il y a polémique, et selon mes recherches, peut-être la toute première polémique du jeu vidéo. Il s'agit de Death Race d'Exidia. Pour gagner des points, il fallait écraser des gens. Enfin, des gens, 4 pixels, hein. Mais ça a suffi aux journalistes. D'ailleurs, le jeu avait fait un tel scandale qu'ils avaient eu le droit à un reportage spécial dans le magazine d'investigation américain 60 minutes. C'est un peu l'équivalent de 50 minutes Inside, avec la musique qui fait peur et tout ce qui va avec. Et justement, Exodus en était sorti en communiquant sur le fait qu'il fallait écraser des monstres et pas des humains, donc ça va. Et malgré de belles avancées, à la fin des années 70, c'est les flippers qui redeviennent à la mode. Même Atari, qui a toujours fabriqué que des jeux vidéo, commence à se tourner vers les flippers. Et pourtant, en 1978, quelque chose venu de l'espace va changer le monde du jeu vidéo pour toujours et à jamais, Space Monster de Taito. Arrête avec ce jingle! Un jeu à la base inspiré du casse-brique, c'est-à-dire de Breakout, qui était une borne à succès de l'époque. Pourquoi Monster? Eh bien parce que le tube au Japon en 1978 c'était Monster! Et il fallait que ce jeu soit effrayant, avec des illustrations monstrueuses, d'où le gros monstre en illustration sur la borne. Un jeu créé par Tomohiro Nishikado, celui-là même qui avait créé Speed Race chez Taito. Mais juste avant sa sortie, Taito change le nom en Space Invaders, car ils avaient déjà sorti un jeu nommé Space Monster quelques années auparavant. 10 points pour Gryffondor pour ceux qui avaient remarqué que depuis le début je parlais de Space Invaders. Le jeu a introduit une nouvelle manière de jouer. Il y avait des niveaux, des récompenses, c'était révolutionnaire. Avant on jouait contre la montre, avec une durée pré-réglée par l'opérateur, c'est-à-dire le propriétaire de la borne, qui en général la réglait à 90 secondes. Mais là, vous pouviez continuer aussi longtemps que vous pouviez. Le jeu était dur, très très dur. Rares sont ceux qui passaient les 30 premières secondes. Et pourtant, la difficulté du jeu a fait le buzz. Tout le monde voulait se défier sur Space Invaders. Et en plus, il y avait une excellente courbe d'apprentissage qui encourageait les joueurs à apprendre de leurs erreurs. Le jeu a fait un turbo carton au Japon, et ça a été un truc de fou tel qu'il y a eu une pénurie nationale de pièces de 100 yens, car trop de japonais les mettaient dans la borne. Le jeu aura d'ailleurs tellement de succès que Taito devra vendre des licences à ses concurrents car il n'a pas assez de moyens pour subvenir à la demande. On voit donc apparaître une vague de clones officiels et non officiels à travers tout le pays, au passage Space Attack de Sega, Space King de Konami et plein d'autres qu'on appellera des Space Fever. Ah, les bornes d'arcade, ça faut aussi des tables. Alors ça, typiquement mon gars, c'est la partie que tu devais rajouter au montage. Oui, exactement. Alors effectivement, les bornes d'arcade, ça pouvait aussi être des tables, mais c'était plutôt les versions japonaises qui étaient des tables. La plupart des bornes européennes et américaines étaient ce qu'on appelait des upright. Effectivement, je l'avais oublié au montage. Aux États-Unis, c'est Midway qui aura les droits exclusifs et plus de 40 000 bornes seront vendues en 78 et 79. C'est vraiment énorme. Mais au Japon, on est carrément à 150 000 bornes vendues, ce qui en fait la borne la plus populaire de l'histoire. On a même vu émerger des salles d'arcade avec uniquement des bornes Space Invaders et autres clones. Ça s'appelait les Invaders House. Et bien entendu, une publicité négative arriva, avec des histoires sur la façon dont les jeunes quittent l'école pour jouer à Space Invaders. Les médecins avaient d'ailleurs surnommé une maladie le Space Invaders Thumb, soit le pouce de Space Invaders qui résultait de passer trop d'heures à appuyer sur le bouton de tir. En plus de ça, à l'époque, les salles d'arcade avaient déjà une mauvaise réputation. On y trouvait des paris illégaux, mais aussi des punks, des blousons noirs et des hardcore gamers, qu'on appelait des jeunes à problème dans les années 80, bref, tout pour faire un complément d'enquête avec une musique inquiétante. D'ailleurs, le tout premier livre consacré aux jeux vidéo va sortir au Japon justement dans le but de donner des trucs et astuces aux joueurs pour Space Invaders, et une version anglophone sortira la même année, en 78, préfacée par Steven Spielberg. Et oui, le Steven Spielberg, on comprend pourquoi il a réalisé Ready Player One. En plus, c'était 2 ans après Rencontre du troisième type, il était encore chaud niveau alien. Le jeu a contribué à faire naître la mode du shoot 'em up, traduit tuez-les tous sur le thème spatial, et de cette vague sont nés de vrais classiques comme Galaga ou encore le très fameux Astéroïde d'Atari en 1979, qui fut d'ailleurs son plus gros succès depuis Pong.
Asteroid avait d'ailleurs un gameplay très proche de ce que fut Computer Space 10 ans plus tôt, sauf que là, la technologie était prête, et surtout les joueurs aussi. Et à l'époque, vous pouviez trouver des joueurs collés pendant plusieurs dizaines de minutes dessus, car tout comme Space Invaders, Asteroid avait une excellente courbe d'apprentissage. Et l'année suivante, Asteroid va même détrôner Space Invaders en revenu par borne aux États-Unis. Aux États-Unis seulement, hein, on n'est pas au Japon, hein, faut pas exagérer. On est maintenant au début des années 80 et l'arcade a fait d'immenses progrès, c'est devenu un phénomène culturel et comme si ça pouvait pas aller plus haut, le 22 mai 1980 sort l'un des plus gros cartons de l'arcade, le roi du jeu vidéo, Pac-Man de Namco. Sauf qu'à l'époque, il s'appelle Puckman. Puck voulant dire palais en anglais, comme un palais de hockey. Donc si vous vous demandez à quoi ressemble Pac-Man, eh bien il ressemble à un palais. Cependant, quand le jeu sera licencié aux États-Unis, c'est Midway qui aura les droits, les dirigeants de la firme pensaient que le nom Puckman serait trop tentant pour des petits malins. Le nom a donc été changé pour Pac-Man pour le marché américain, Pac étant le diminutif de l'onomatopée japonaise Paku Paku qui signifie crunch crunch. Il avance en mangeant, hein, ça se tient. Il avait tout pour plaire, il était facile à comprendre, fun à jouer et devenait de plus en plus difficile à mesure qu'on réussissait les niveaux. C'était devenu un vrai phénomène national. On avait des tournois organisés dans presque toutes les grandes villes américaines, évidemment japonaises. Déjà depuis Space Invaders, toute une presse spécialisée s'était développée, relayant au niveau mondial les scores des meilleurs super players. Et c'est là que je dois vous parler de Billy Mitchell. Billy putain de Mitchell, celui qui a fait bugger Pac-Man en arrivant jusqu'au niveau 256, qui était un écran splitté, car son concepteur, Toru Iwatani, n'avait pas prévu qu'un joueur arrive jusque-là. Star du film King of Kong, sorti en 2007, il a aussi des records sur Donkey Kong et d'autres machines, et il est aussi la star d'un épisode de Crost du meilleur Dailymotioner du monde, Karim Debache. Et sauf qu'en 2018, on s'est rendu compte qu'il avait triché et tous ses records lui ont été retirés et il a même été radié du Guinness Book des records. Pac-Man se développe beaucoup plus sur le marché américain que japonais et Midway construit 96 000 machines, mais la société ne parvient toujours pas à faire face à la demande, alors il décide d'acheter des licences de versions pirates telles que Gobbleman ou Hanglyman. Alors oui, maintenant que le microprocesseur s'était démocratisé depuis la fin des années 70, c'était beaucoup plus facile de copier en jeu et d'en changer quelques détails. Avant c'était des circuits logiques, donc si tu voulais copier une borne, il fallait reconstruire physiquement son circuit logique. Pac-Man a eu une tétraflopée de versions, hein, sans compter bien sûr les versions pirates, dont le fameux Miss Pac-Man, célèbre suite à l'origine qui était une version hackée par des petits malins du MIT qu'il avait appelé Crazy Auto. Et suite au succès du jeu est apparu dans le vocabulaire médical le Pac-Man Elbow, soit le coude de Pac-Man, ce qui était une tendinite causée par le fait de passer trop de temps à bouger le joystick sans interruption. Tout comme Space Invaders. Le début des années 80, c'est vraiment l'âge d'or de l'arcade. On a tous les titres les plus cultes, Disney en profite pour surfer sur la vague avec Tron, et les bornes d'arcade supplantent alors totalement les flippers dans les salles de jeu. Même Williams, c'est pourtant un pilier du flipper, va se lancer dans l'arcade avec Defender, la borne technologiquement la plus avancée de son temps à l'époque, avec son nouveau système de scrolling et une mémoire de 26 KO contre une mémoire de 10 KO pour les autres jeux. Alors non, rigolez pas, hein, c'était vraiment très gros à l'époque. Et c'est justement là le moment que j'ai choisi pour vous faire un point sur l'arcade. Alors le nombre de salles de jeu en Amérique du Nord va arriver à son apogée en 82 avec 13 000 salles. Et le phénomène est tel qu'on est loin de jouer que dans des salles d'arcade, on trouve des bornes vraiment partout, dans tous les commerces. On dénombre environ 35 millions de bornes aux États-Unis seulement, générant plus de 8 milliards de dollars par an, contre 1 milliard pour le marché des consoles naissant. La seule borne Asteroid d'Atari avait généré entre 700 et 800 millions de dollars, ce qui est plus que ce qu'a fait le plus gros succès du cinéma à l'époque, c'était Autant n'emporte le vent, en 40 ans. D'ailleurs, selon une étude au milieu des années 80, un joueur qui fréquentait régulièrement une salle d'arcade dépensait en moyenne entre 15 et 76 € par semaine, conversion faite en prenant en compte l'inflation. Alors, c'est beaucoup, mais quelque part, mais c'est normal. Après tout, c'est techniquement des machines à sous, elles sont faites pour aspirer votre argent. La France, quant à elle, avait un marché beaucoup plus modeste, avec 355 000 appareils en 1982, et d'ailleurs dans la moitié étaient des flippers. Je l'ai mentionné par omission, il n'y avait d'ailleurs aucun constructeur français de jeux d'arcade à l'époque. Tout arrive des États-Unis, y compris les licences japonaises. D'ailleurs, le Japon, lui, atteint son pic de nombre de salles en 1986 avec 26 000 salles, ce qui est de très loin le plus gros parc arcade au monde. Mais l'arcade, c'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi et surtout une question de qualité. Les bornes d'arcade étaient des machines entièrement dédiées à un jeu, donc forcément les jeux avaient de meilleurs graphismes et surtout un meilleur son que leur portage sur console et sont restés pendant très longtemps la référence absolue en matière de jeux vidéo.
C'était d'ailleurs un argument pour les consoles d'avoir un portage arcade, mais si de nombreux jeux d'arcade ont eu leur portage sur console, l'inverse lui n'est pas avéré. Les jeux d'arcade avaient leur propre logique, une partie dure en moyenne 90 secondes, il se devait d'avoir une prise en main extrêmement rapide, donc pas de développement de personnage, on est direct dans l'action. Et d'ailleurs ce type de gameplay a perduré, et certains jeux modernes proposent encore un mode arcade, qui est une version hors ligne, simple, fun, tournée uniquement sur l'action. Alors je sais que c'est difficile à imaginer, car maintenant l'arcade c'est synonyme de graphisme tout pourri, même les salles VR naissantes, qui sont une nouvelle forme d'arcade, les graphismes c'est pas ouf. Mais à l'époque si, pendant un temps en tout cas, jusqu'à ce que les consoles aient la capacité de proposer la même chose. Mais là encore, l'arcade n'avait pas tiré sa dernière cartouche, encore moins au Japon. Mais ça, ce sera l'objet de la deuxième vidéo. Et regardez la demande de crédit là, pas étonnant que ce genre de petit jeu ait évolué sur mobile. Non, sérieusement. Peut-être que les jeux d'arcade ont plus en commun avec les jeux mobiles qu'avec les jeux consoles. Regardez le besoin de crédit pour jouer, comme sur un jeu mobile. Regardez la simplicité en 2D, comme sur mobile. Et même le mot arcade veut dire simple et fun. Ça m'a pas l'air très amusant. C'est comme un gros Candy Crush. Un Candy Crush. Alors, imagine-toi au début des années 80. Tu jettes ton premier regard sur ce gros Candy Crush en débouchant dans une salle d'arcade. L'écran affiche insérer crédit, comme sur un jeu mobile. Et tu te dis que tu ne peux pas dépenser ton argent, tu vas faire que regarder, comme dans les magasins. Non, pas avec Space Invaders. Tu regardes l'écran. Et l'écran semble t'appeler intensément. Et c'est là que l'attaque survient. Elle ne vient pas d'en face, mais par les côtés. Des deux gamers accouplés, tu n'avais même pas encore remarqué. Parce que l'arcade n'est pas un style de jeu solitaire. Tu rencontres les joueurs physiquement, en vrai. Et ils sont sortis en force aujourd'hui. Ils fendent l'air et te proposent de jouer avec ça. Un joystick de 11 cm, extrêmement maniable avec un pommeau au sommet. L'arcade ne te demande pas de t'abonner, comme les MMO en ligne ou les World of Warcraft. Non, elle prend ton argent ici, ou ici. Pour chaque partie, elle te demande 1 franc, ce qui déverse ton portefeuille. Et le pire, c'est que tu es contente de dépenser ton argent. Alors, essaie de te montrer un peu respectueuse. Okay. Si tu voulais lui fiche la trouille, t'as réussi. Ah mais non, c'était pas le but. Tu veux savoir ce que c'était que l'arcade? Ouais.